Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Veris Analytics? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, donc le lien étant dans la description de la vidéo, vous pouvez demander des analyses quantitatives ici, donc qu'on appelle vulgairement analyse fondamentale. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais regarder les chiffres ici. Je vous dis ce que je pense de la compagnie. OK? Donc, ça peut vous aider dans vos recherches, tant mieux également ici et également à poser les bonnes questions. Donc, en supplément de ça, ici, n'oubliez pas, jusqu'à la fin du mois de décembre, ici, on a une promotion pour pouvoir vous permettre de payer, d'accord, d'avoir accès à une formation ici, voilà, qui concerne comment analyser une banque qui sera disponible ici au mois d'avril, ainsi que comment lire les rapports financiers, pas les états financiers, les rapports financiers sans charge supplémentaire, donc vous payez uniquement pour le service Top Premium, en supplément de tout ce que je vous ai cité plus haut, à savoir analyse quantitative, et ainsi que recevoir les 2 notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées, selon moi, chaque mois, ok? Donc, on vient ici directement, watchlist directement. J'ai mentionné cette compagnie ici dernièrement quand je faisais mon top action CTO de rêve. Et je vous ai dit que mon top action CTO de rêve, je pouvais le retourner 20 fois. Je peux faire 20 fois une vidéo. Je peux prendre 20 entreprises différentes ici. C'est-à-dire que je peux faire des combinaisons. Je peux faire 20 combinaisons différentes ici. On ne va pas retrouver les mêmes entreprises. Donc, il y a assez de belles entreprises. D'accord? Donc, permettez-nous de parler uniquement d'entreprises extraordinaires. Verisk, croissance des revenus. D'accord? Je suis sûr et certain que vous allez taper sur Google pour voir exactement ce qu'elle fait. Donc, croissance des revenus. C'est bien. Est-ce que la croissance des revenus entraîne également la stabilité ou la croissance des marges brutes? Croissance des marges brutes. Vous n'avez pas encore mis sur la watchlist? Mettez-la sur la watchlist. D'accord? Croissance des marges brutes. Est-ce que les marges EBITDA suivent? Alors, pour les marges EBITDA, là, on voit qu'on a une diminution des marges EBITDA jusqu'en 2018, mais depuis 2018, on a quelque chose de croissant. Déjà, pourquoi est-ce que ça a diminué? Voilà la question qu'on se pose. Ça peut être également un changement, etc. Mais les marges EBITDA sont revenues aux alentours de 50%. C'est bien. Maintenant, au niveau de la dette, est-ce que la dette nette ici est stable, décroissante? Elle est croissante, pourquoi? C'est la question qu'on va se poser. Déjà, vu qu'on est ici, on va aller sur Verisk, on va aller directement sur Yahoo Finance pour voir la dette nette, d'accord? Je pense que je fais plus confiance ici à la dette nette on mentionne sur Yahoo Finance. Ce n'est pas que Coifin donne de mauvaises informations, c'est que Coifin, ça peut peut-être prendre en considération les loyers, les choses comme ça, et voilà, c'est pas de sa faute, d'accord? C'est un logiciel. Maintenant, c'est 3 milliards 619, donc parfait, 3 milliards 619, donc c'est à peu près ici. Donc, on va mettre ici 3 milliards 619, 3 milliards 619 divisé par le nombre d'actions. Combien d'actions on a présentement sur ce genre de compagnie ici? Je prends ça, je dis ici, on a à peu près 157 millions d'actions. Donc, je dis ici par 157 millions d'actions. Ça donne à peu près 23 dollars de dette par action. OK? 23,05. Je vais mettre 23 dollars de dette par action pour ne pas se casser la tête. OK? Maintenant, la dette nette, est-ce qu'elle a les moyens de payer la dette ici avec... Enfin, on ne paye pas la dette ici avec les EBITDA. Je rappelle une chose. Les amis, on ne paye pas la dette. C'est pas quand vous ne payez pas la dette en remboursant juste les intérêts. Non, vous payez la dette en remboursant le principal. Et on rembourse le principal au niveau des free cash flow et non au niveau de la partie opérationnelle du bilan. Donc, vous pouvez payer des intérêts sur la dette ici. Ça ne veut pas dire que vous avez remboursé cette dette-là. C'est la raison pour laquelle je prends toujours en considération la dette dans mon analyse. OK? Toujours. Parce que on m'a mentionné ici que oui, mais on a déjà pris les intérêts. Pourquoi tu prends encore la dette, etc. Donc, je vous ai dit une chose. Mon évaluation est déjà, je suis assez conservateur ici. D'accord? Et c'est pour ça que je réfléchis toujours en termes de rendement de toutes les façons à la fin. Mais, s'il vous plaît, prenez toujours en considération la dette. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations désagréables. Ça, c'est sûr et certain. Tôt ou tard. En tout cas, bref, on continue. En termes de dette nette sur EBITDA, sur les derniers mois, ici, on a à peu près 3 fois les EBITDA. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près correct. C'est correct, d'accord. 5 fois, on cherche quelque chose en dessous de 5. Ici, c'est parfait. Donc, maintenant, en termes de free cash flow, est-ce que les free cash flow et les net income parlent le même langage? D'accord. Je prends les net income, je les mets sur le même graphique. On met ça là. On voit ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. D'accord? Mais voilà, ça peut être pour une bonne raison également ici. Donc, on va se dire que les deux vont dans le même sens. Donc, de toutes les façons, je vais aller sur FastGraft. D'accord? Excusez-moi. Je cherche quelle compagnie? La compagnie, c'est Verisk. OK. Alors, Verisk Analytics, on prend ça, ça nous donne ça ici. OK, le marché paye jamais combien pour ce genre d'entreprise ici? Je vous dis, c'est une entreprise qu'on va payer à 25 fois les bénéfices. Donc, 4% de rendement ici. Et parce que je rappelle toujours que le PES, c'est un rendement, si vous inversiez la
la formule, d'accord? Donc, le earning sur price, multiplié par 100, bien sûr. Donc, ici, la moyenne, ici, le marché, voilà, c'est aux alentours de 7%, 5% en moyenne ici. Donc, il y a quand même une certaine croissance, mais vu les marges, etc., donc, on va s'échanger à 25 fois les bénéfices. OK? C'est également, donc, quand on arrive ici, 25 fois les bénéfices, j'ai la dette nette, d'accord? J'ai le PER, OK? Donc, on peut aller effectuer l'évaluation ici. Donc, je viens là. Déjà, les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Oui. C'est une compagnie assez prévisible ici, parfait. Donc, on constate ici free cash flow net income. Qu'est-ce qui est plus élevé ici? On voit ici que les net income ajustés sont plus élevés. Donc, les free cash flow peuvent être impactés ici par la dépense en capital de croissance. Parce que de toute façon, free cash flow, net income ajusté et free cash flow auront tendance à s'égaliser. D'accord? Surtout quand l'entreprise devient mature. OK? Mais au moins, vous devez savoir pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Là, on peut déjà voir que si nous avons une compagnie ici, si on va directement en 2025, on s'attend à 7,16 €. 7,16 €. Je vais même pas enlever la dette nette, hein, par rapport au prix actuel qui est à 183 $. Rendement sur coût de 4%. Donc on peut déjà savoir que au prix actuel, ça inclut déjà, non seulement, ça inclut déjà une certaine croissance jusqu'en 2025, à 25 fois les bénéfices. D'accord? Même si c'est une compagnie assez prévisible, ça ne prend même pas encore en considération la dette. Parce que si je prends en considération la dette à 7 $, 7,16 $ ici multiplié par 25 fois les bénéfices, moins 7, excusez-moi, moins la dette nette ici qui est aux alentours de 23,05, ça donne ici 176 $ l'action, 156 $ l'action. OK? 156 $ l'action. Je mets ici 156. OK? Ça, on n'en a pas besoin. OK. 156 $ l'action. Au prix actuel, c'est 183 $ l'action. Donc, c'est-à-dire que si on ne prend pas en considération la dette, le prix actuel est correct. Mais moi, je prends toujours en considération la dette, donc je dirais que je demande au moins 156 $ avant de commencer à réfléchir. Et encore, je me réserve le droit de ne même pas agir. Ça, c'est le genre de compagnie, personnellement, voilà, en prenant en considération la dette, bien sûr, en prenant en considération la dette, c'est le genre d'entité qu'on va rechercher personnellement. Si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2025 ici, je m'attendrais à, voilà, aux alentours de 100 $ l'action. 100 $. OK, ça ne me dérange pas, je pense 100 $, 110 $ par là, on pourrait commencer à réfléchir. Mais c'est une très, très belle entreprise qui paie un dividende qui n'est peut-être pas élevé en date d'aujourd'hui, mais dites-vous une chose, le rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui est de près de 4%. Enfin, techniquement, il n'est pas de 4% si on prend en considération ce qui est attendu ici en 2023, qui sera moins élevé que 2022 ici. Déjà, il faut savoir, il faut aller regarder pourquoi. On s'attend à 5,44 $ divisé par 183 ici. Donc, à peu près ici, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets attendus ici en 2023, on aurait 3% de rendement. 2,97 si vous voulez, d'accord? Actuellement, on est à 0,114, donc il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à croître, ok? Mais ça reste une très belle entreprise à avoir en portefeuille. Personnellement, j'attendrai les 100 $ pour ce genre d'entité-ci avant de commencer à réfléchir, mais je la mets déjà dans ma watch list. Donc, je rappelle ici que pour tous ceux qui veulent demander des analyses quantitatives ici, n'oubliez pas, le lien est dans la description de la vidéo, donc le service Top Premium. Et en supplément de ça, n'oubliez pas également qu'au 31 du mois, enfin, à la fin du mois de mars, ici, la promotion concernant ici la formation thématique pour vous aider ici à peu près appréhender à peu près une analyse sur une compagnie bancaire, donc comment analyser les compagnies bancaires ici, ou bien comment lire les rapports financiers, parce qu'il y en aura deux. Donc, c'est-à-dire qu'ici, après cette formation, vous saurez à peu près qu'est-ce que vous devez rechercher quand vous lisez un rapport financier et voilà, qu'est-ce que vous devez rechercher quand vous lisez à peu près le rapport financier ici d'une compagnie bancaire. Disons-nous la vérité. Peu d'entre vous lisent les rapports financiers. Oui ou non? En tout cas, on fera un sondage ici pour voir juste pour voir à peu près. Et c'est pas une honte de ne pas lire les rapports financiers parce que voilà, vous pouvez avoir bizarrement, vous pouvez avoir du succès à court terme sans lire les rapports financiers en vous basant sur les éléments quantitatifs. Mais quand le marché commence à secouer, généralement, si vous posez la question de savoir est-ce que je dois vendre, accumuler, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait dans votre analyse. OK? Généralement, vous ne devez pas... Si vous paniquez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'analyse. Vous n'êtes pas sûr de votre analyse. OK? Bon, après également, aucune analyse n'est certaine. Mais voilà, si déjà on n'a pas lu les rapports financiers, il y a de grandes chances il y a certaines questions qu'on ne devrait même pas se poser. OK? Si je me mets à paniquer et que je sais que je n'ai pas lu les rapports financiers, bah, c'est évident. J'ai rien fait, j'ai pas fait mon devoir d'investisseur. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, pour Verisk, watchlist pour aujourd'hui. D'accord? Intéressant à partir de 100 $ pour moi. OK? Mais c'est une très belle entreprise. Merci.